Comme disait Stephen Hawking, l'intelligence, c'est de s'adapter au changement. Vous écoutez Think and Fight, le podcast. Je suis David Sabatier, avocat et associé du cabinet 1862 et fondateur du think tank Think and Fight qui réunit des experts reconnus en droit, en fiscalité, en économie, en ressources humaines, en financement et en analyse financière afin d'anticiper les conséquences de la crise du Covid-19 et de produire des recommandations concrètes et directes pour les entreprises. Je reçois aujourd'hui avec Marie Hombrook Christophe de Roquilly. Christophe est doyen de la recherche et du corps professoral à l'EDEC. Il est également directeur du Legal EDEC Research Center et co-responsable du LLM Law and Tax Management à l'EDEC également. Donc moi aujourd'hui ce que je fais, c'est je suis toujours prof, bon, j'enseigne moins qu'à une époque, chercheur, ça va faire maintenant 6 ans, je suis dans mon deuxième mandat, fin de mandat, doyen du corps professoral et de la recherche. Et puis je dirige un centre de recherche qui s'appelle Legal EDEC, où on travaille sur des sujets qui sont que je pourrais placer sous l'ombrelle ou sous la terminologie de droit augmenté, juriste augmenté, pratique du droit augmenté. Bon, sachant qu'on a essayé de mettre un petit peu une définition derrière ce qu'on appelle juriste augmenté. C'est comme un humain augmenté en science-fiction, c'est quoi un juriste augmenté? Alors, c'est marrant que vous me posiez la question parce que je suis un fan absolu de science-fiction. Moi aussi. Ah bon. On va parler de Spider-Man là. et un fan absolu de Philippe K. Dick. Ah bah forcément, oui. En fait, nous, quand on a travaillé à commencer à réfléchir sur ce sujet de juriste augmenté, excusez-moi, on s'est dit finalement, on parle beaucoup à juste titre de juriste augmenté par la tech ou à cause de la tech ou avec la tech ou grâce à la tech, mais c'est peut-être un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Bon, finalement, les métiers du droit sont des métiers de talent, c'est pas à vous que je vais dire ça. On a déjà parlé avec Marie. En fait, est-ce qu'on pourrait réfléchir un peu plus profondément sur ce qu'est l'augmentation du juriste? Et en quelques mots, en fait, on s'est dit, finalement, le juriste, c'est un individu qui, fondamentalement, dans sa formation, la façon dont il a été éduqué, si je puis dire, dans ses études juridiques, c'est quelqu'un qui a développé une intelligence singulière. Cette intelligence singulière, c'est aussi, à la base, une intelligence individuelle. Et le fait est que, en tout cas, moi, quand j'ai été formé en tant que juriste, j'ai été formé à développer une forme d'intelligence individuelle, mais très, très peu, voire pas du tout, une forme d'intelligence collective. Or, aujourd'hui, on sait tous que le fait qu'il y ait cette transformation, même si je n'ai pas beaucoup le terme, mais cette transformation digitale des professions, le rend encore plus évident et plus fort. Le fait est qu'aujourd'hui, un juriste ne peut plus se satisfaire de cette forme d'intelligence individuelle. Il a besoin d'augmenter cette intelligence, qui est l'intelligence singulière du juriste, par d'autres formes d'intelligence. Et donc de faire appel à d'autres formes de compétences. Et ces compétences, ce sont à la fois des compétences digitales, des soft skills et des business skills. Le juriste, à ce moment-là, passe d'une intelligence singulière à une intelligence multiple, fort de ces différentes autres types de compétences, pour aller vers une intelligence collective. C'est juste que l'objectif, c'était, je vous le redis, notamment de sortir un petit peu de cette obsession parfois juriste augmenté, juriste tech, comme si l'IA dans le droit avait commencé il y a seulement 5 ou 6 ans. Il faut savoir que moi, très humblement, parce que je ne m'estime pas du tout un spécialiste de l'intelligence artificielle, du tout, ni un spécialiste de la technologie, mais le fait est que dans une vie entre guillemets antérieure, c'est-à-dire dans mes activités d'enseignant-chercheur, j'ai été amené alors c'était fin 90, soit mi-90, début 2000, en fait, à travailler avec pas mal de personnes dans un mouvement qui s'intitulait à l'époque Droit à l'intelligence artificielle. Donc en France, il y avait des pionniers absolus comme Daniel Boursier, Lucien Mel, qui était conseiller d'État, et puis un réseau international avec des profs aux États-Unis, en Asie, dans les pays nordiques. Et en fait, à l'époque, c'était vraiment le frémissement des premières réflexions conceptuelles, théoriques, épistémologiques et techniques, surtout aux États-Unis, sur le droit et l'IA. Et moi, j'ai rencontré même ce que certains qualifieraient de savants fous, qui vraiment étaient dans la construction fondamentale de comment on pouvait utiliser l'intelligence artificielle pour le droit.
l'algorithmie pour aider à faire progresser le raisonnement juridique, le systématiser, l'automatiser, créer des outils d'aide à la décision. Bon. Et puis peut-être que certains d'entre eux, alors qu'on retrouve encore aujourd'hui très actifs, hein, des gens comme Kevin Ashley aux États-Unis, Trotter Hardy, il y en a un certain nombre qui sont toujours là, bon, qui ont maintenant un âge encore plus avancé que le mien. Mais voilà, il y a les premières boîtes qui sont créées, des premiers projets, ça n'a pas forcément beaucoup abouti. Peut-être que certains ont eu raison trop tôt. Et puis la vague est revenue, bon, plus tardivement, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, le juriste augmenté. Bon, augmenté, très bien, mais augmenté de quoi, d'abord? Alors, moi, c'est toujours la question que j'ai envie de poser. Ou la singularité. OK, la singularité, mais quelle singularité? D'abord, est-ce que un juriste n'est pas par nature augmenté, puisqu'il est là pour faire un syllogisme entre quelque chose qui est de l'ordre du raisonnement, donc de la théorie, avec quelque chose qui est de l'ordre du concret? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'un juriste augmenté? Qu'est-ce que c'est que l'augmentation? Qu'est-ce que c'est que le soft skill? Est-ce que par hypothèse, un juriste n'est pas toujours entre le hard skill et le soft skill? Est-ce que par nature, quelqu'un qui travaille le droit n'est pas là pour réconcilier une forme de théorie avec une forme de réalité? Et c'est le principe du syllogisme juridique. Et après, j'aurai une deuxième question, mais je vous la poserai après, sinon ça va faire beaucoup. Dites-moi. Je suis d'accord avec vous, mais ça c'est vrai dans un monde parfait. Or, et je me mets volontiers dans ce que je vais dire, même si moi, ayant voilà, à un moment donné fait le choix d'une carrière dans une business school, j'ai pas eu d'autre choix que d'accepter de sortir de mon tropisme de juriste, certes formé au syllogisme juridique, mais pas toujours de par ma formation. Hein. Et même si j'ai fait une thèse et un peu de mission de conseil après, qui était très appliquée, puisque j'ai fait ma thèse sur le droit des produits cosmétiques. Donc pour le coup, moi j'étais vraiment dans une recherche appliquée, droit de la conso, propriété intellectuelle, droit de la concurrence, droit de la distrie, droit de la consommation. En réalité, je pense que beaucoup de juristes, encore aujourd'hui, restent quelque part un peu enfermés, voire esclaves de ce syllogisme auquel ils ont été formés. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'entre effectivement passer du droit au fait, du fait au droit, et être dans une dialectique permanente, encore faut-il accepter que dans la plupart des cas, les situations à l'origine ne sont jamais juridiques, jamais. Non. Jamais, on est d'accord. Et que finalement, sauf si effectivement on est animé par des objectifs de justice sociale, de justice économique, et encore, on ne sera pas forcément tous d'accord là-dessus parce qu'il y a des courants de pensée différents, ne serait-ce que de pensée économique, mais accepter à un moment donné que, la réponse que peut apporter le droit n'est peut-être pas la meilleure réponse à une situation donnée, qu'il faut aussi penser hors droit, ou entre les lignes juridiques, dans les zones grises, et construire une nouvelle réalité juridique à partir des zones grises. Parce que, je prends l'exemple en particulier parce que moi je m'y suis intéressé beaucoup, comment le droit de la propriété intellectuelle a dû s'adapter à des modèles économiques et des modèles technologiques qui n'existaient pas il y a encore 15 ans ou 10 ans. Oui. Il faut que le juriste accepte. Alors, moi, j'ai déjà eu beaucoup de discussions avec des collègues, on n'est pas forcément d'accord là-dessus, mais il faut que le juriste accepte d'être un apporteur de solutions pour créer de la valeur qui n'est pas de la valeur juridique. Ce n'est pas forcément naturel chez tous les juristes. Et là, d'ailleurs, moi, je voudrais rebondir parce que il y a quand même, moi qui suis vraiment sur le terrain des juristes au quotidien, vous voyez qu'il y a vraiment des dichotomies qui sont en train de se créer entre ceux qui sont très avancés sur les sujets legal tech, etc., et le quotidien d'une grande partie des juristes, et pas que en province, de manière très globale, où ce qu'on leur demande, c'est soit de faire les PV d'AG d'un côté, puis de l'autre côté, faire la partie contrat. Et ils n'ont pas forcément le temps, ils s'identifient pas forcément à cette nouvelle génération et aux nouvelles fonctions de juriste, ce qui crée chez eux une sorte de crainte vis-à-vis de ces nouvelles attentes. Comment vous appréhendez ça, justement ? Là encore, je pense que la question de la digitalisation, l'automatisation de certaines portions ou parties de la chaîne de valeur de
de la prestation juridique, mais pour moi, le mot prestation est à prendre au sens large, et il n'est pas du tout péjoratif, au contraire. C'est-à-dire qu'il y a un service qui est rendu à la communauté, que ce soit la communauté des citoyens, des entrepreneurs, etc., etc. Il ne faut pas qu'une fois de plus, ce soit l'arbre qui cache la forêt. Je vais vous donner un exemple. C'était un petit échange sur LinkedIn, comme on en a parfois les uns et les autres, sur la nécessité de construire une logique d'équipe et d'intelligence d'équipe dans un cabinet d'avocats. Et alors d'ailleurs, Camille Aéry était dans le fil d'échange. Et puis un avocat manifestement pénaliste qui dit « Mais bon, ce que vous dites est très vrai pour les avocats d'affaires ou pour les affairistes, mais dans un cabinet qui fait du droit pénal, je ne vois pas trop où est le sujet. » Alors j'ai trouvé ça très surprenant parce que je ne vois pas en quoi le fait d'être un cabinet pénaliste ne rend pas nécessaire le fait de voir les choses de façon collective, de les traiter en équipe, même si à un moment donné, c'est le talent individuel qui va s'exprimer. Bon, tout à l'heure, vous en parliez pour un avocat qui est un avocat qui plaide aux assises. OK, mais derrière, il y a quand même, c'est pas mon métier, avocat pénaliste, mais de toute évidence, quand même, bien souvent, un travail d'équipe, même un travail de fourmi. C'est pas que le talent d'une personne, ce qu'on appelle trivialement le ténor du barreau, qui s'exprime. Donc, ce que je veux dire, c'est que, et là encore, moi, je me mets volontiers en premier dans ce constat. On n'est pas formé, enfin moi, je n'ai pas été formé, donc je me suis formé petit à petit, mais parce que j'ai accepté de le faire et puis parce qu'on m'a confié des fonctions de management relativement rapidement, mais je n'ai pas été formé à certains soft skills. C'est faux de penser, et ça c'est aussi une discussion que j'ai souvent avec des collègues juristes, profs ou avocats ou juristes d'entreprise, c'est faux de penser qu'on ne se forme pas aux soft skills. Alors justement, comment se forme aux soft skills ? Déjà, je pense que déjà faut avoir au moins, ça c'est la première étape, une connaissance, ne serait-ce que conceptuelle ou théorique, de ce que peut être un soft skill. Quand on parle, je ne sais pas moi, de la gestion du stress, ça veut dire quoi ? La gestion du stress, il y a des travaux là-dessus, il y a des choses passionnantes à lire qui ne sont pas des écrits de témoins de café du commerce, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Donc, il y a de la recherche, il y a de l'expérience pratique. Et à un moment donné, et c'est vrai comme tout, et ça je le dis souvent à mes étudiants, il faut vous dire qu'à un moment donné, vous ne serez plus dans une salle de cours, quel que soit d'ailleurs le mode pédagogique, que vous allez travailler une compétence. Ça, vous allez la travailler, y compris, et c'est particulièrement vrai dans les métiers du droit, au fil du temps, dans la pratique, une courbe d'apprentissage avec peut-être des mentors, des collègues, voilà, et vous allez normalement vous améliorer au fil du temps. Après, le choix que vous ferez, je pense que tout le monde est confronté plus ou moins à ce choix à un moment donné, c'est soit de creuser la verticale de votre expertise, soit d'être de plus en plus transversal et partir plus vers du management. Mais dites-vous bien une chose, c'est que plus vous allez être dans une position de management ou de direction, plus vous avez le risque de perdre petit à petit votre expertise. C'est quand même très compliqué de faire les deux. À un moment donné, faut faire un choix. Mais ce choix-là, il faut souhaiter que pour les individus, ce soit un choix délibéré et pas un choix imposé. Ensuite, ça se travaille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, parler de la gestion du stress, si soi-même, on n'est pas confronté à gérer son stress, quel que soit le niveau de stress, et là encore, tout est relatif. Moi, je disais à des collègues qui étaient stressés parce qu'on a dû passer, on a eu 10 jours pour passer 450 cours en mode distanciel. Bon, donc ça génère du stress, les personnes sont plus ou moins prêtes, etc. Et on se devait de le faire le mieux possible pour nos étudiants ou les personnes qui sont en formation chez nous. Et je leur dis, bon, attendez, essayez de prendre un petit peu de recul ou de hauteur par rapport à ça. Oui, ça peut être stressant pour certains, mais soyez conscients qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus stressant que ça. Il y a des gens qui ont un stress de vie ou de mort quasi de quotidien au quotidien. Donc, prenez un petit peu de recul par rapport à ça si c'est possible. Donc, voilà, je ne vais pas faire une liste un inventaire ou une liste à l'après-vert, mais il y a beaucoup de soft skills. On peut s'y former au moins dans la connaissance théorique, s'y entraîner par des jeux de simulation, etc. Commencer à s'y confronter
quand on est étudiant par le biais de stages, les premières expériences professionnelles. Et puis, chemin faisant, essayer d'un peu mieux se connaître. On n'est pas tous faits pour les mêmes choses. On peut être à un moment donné fait pour quelque chose, avoir envie de faire quelque chose, être un peu câblé pour ça, et puis changer de métier à un moment donné. Enfin, là encore, vous le savez aussi bien que moi, même mieux que moi, il y a combien de jeunes avocats qui, à un moment donné, pour des bonnes ou de mauvaises raisons, décident de changer de métier parce que la façon dont ils l'ont pratiqué, l'environnement dans lequel ils l'ont fait, leur convenait pas. Mais peut-être qu'un autre environnement aurait été mieux adapté. Bon, enfin, voilà, quoi. Je suis certainement encore trop long, mais... Non. Et non, c'est un podcast, on est cool. Alors, vous êtes un fan de science-fiction. Je vais peut-être vous poser une question science-fiction. J'imagine que vous avez lu, enfin, je ne devrais pas commencer comme ça, parce que si vous ne l'avez pas lu, c'est dramatique, mais j'imagine que vous avez lu Fondation, Isaac Asimov. Bien sûr. Bon, alors on va faire un peu de psychohistoire à la Harry Seldon, si vous en convenez. Donc, juste pour remettre dans le contexte, Fondation, c'est donc c'est l'invention de la psychohistoire, donc la capacité à prédire l'avenir sur la base des mathématiques. Et ça, c'est très bien défini dans l'Encyclopédia Galactica, il y a de très bonnes références dans le livre d'Asimov. Harry Seldon est capable de faire ça. Je vais vous demander de faire Harry Seldon. Comment vous voyez l'évolution du métier de juriste compte tenu de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Est-ce que vous voyez des différences importantes et quelles sont-elles? Alors, première réponse qui est peut-être une forme de tour de passe-passe. J'adore lire la science-fiction. Pour autant, je considère qu'on peut pas on peut imaginer l'avenir dans une force créatrice ou créative, mais on peut pas le prédire. Donc, d'ailleurs, petite parenthèse, j'aime pas quand on parle de justice prédictive. Je préfère qu'on parle de justice prévisible. Bon, je ferme la parenthèse, c'est pas la question que vous me posez. Ce que je vois déjà, c'est que, la façon dont le métier de juriste aujourd'hui est pratiqué, alors c'est toujours difficile de faire des généralités parce que les pratiques sont très différentes en fonction des entreprises, des secteurs industriels, des cultures d'entreprise, des cultures de cabinet, des types de métiers, du profil des équipes, etc., etc. Mais il évolue beaucoup et je sens chez les juristes qui sont, alors peut-être à leur corps défendant, mais c'est comme ça, qui restent encore aujourd'hui comme se voyant uniquement comme des techniciens du droit, petit à petit une forme de mal-être, avec la crainte d'être déclassé ou remplacé ou dégradé, parce que un certain nombre de prestations techniques aujourd'hui sont faites différemment ou vont être faites différemment, et ils ont le sentiment, je pense pour certains d'entre eux à juste titre, que dans la chaîne de valeur, ce qu'ils apportent va petit à petit perdre de la valeur. Et si ça perd de la valeur, ça ne justifie pas forcément d'y affecter une ressource comme celle-là. Donc ça, c'est une première chose. Donc, pour moi, c'est comment est-ce qu'on traite éventuellement ce ressenti ou ce mal-être pour accompagner les personnes vers un futur souhaitable ou anticipable, ou des futurs anticipables au pluriel, sachant que pour certains, ça va être, pardonnez-moi l'anglicisme, mais de l'upskilling, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accompagner certaines personnes dans une augmentation de leurs compétences pour continuer à faire, entre guillemets, le même métier, mais de façon différente. Pour d'autres, ça va être de l'outskilling, où il va falloir qu'ils changent de métier. Et comment on les accompagne? Parce que leur dire, écoute, tu n'es plus fait pour ça, désolé, on va voir pour que tu pars dans les meilleures conditions possibles, merci, bonne chance. Je trouve que c'est pas forcément utopique parce que les anciens salariés ou les anciens collaborateurs sont souvent les meilleurs ambassadeurs de là où ils travaillaient précédemment. Troisièmement, ça peut être du changement radical de métier, sans tomber dans le cliché de la crise, je sais pas, de la trentaine ou de la quarantaine ou de la cinquantaine. Bon, après, plus on vieillit, moins on a ce genre de crise. On atteint une certaine forme de sagesse. Donc, bref, pour essayer de répondre de façon plus synthétique à votre question, mais elle n'est pas simple. Je pense qu'il va y avoir une diversité de métiers, mais le juriste qui serait uniquement
même s'il est remarquable, mais un excellent technicien de sa pratique ou de ses pratiques, ça va être de moins en moins suffisant. Parce que de toute façon, sur le marché, de très bons techniciens du droit, il y en a quand même un certain nombre. Après, quelle est leur appétence par rapport aux clients? Est-ce que ce sont des personnes qui sont, mais c'est pas vrai que dans le conseil en droit, hein, est-ce que ce sont des personnes qui sont capables de convaincre un client de la pertinence d'une offre de service, de les accompagner, d'être à l'écoute de leurs équipes. Enfin, Marie l'a dit, il y a des personnes qui sont nées dans le guidon en permanence, mais ça, quelque part, c'est pas une fatalité. Quand on a le nez dans le guidon, c'est qu'on n'est peut-être pas bien organisé, ou on ne s'est pas posé les bonnes questions. Et je ne le dis pas du tout en donneur de leçons, parce que là encore, moi, certaines pratiques, je les pratique moi-même, d'autres, je les vois un petit peu, avec de grosses guillemets, un peu comme un ethnologue, mais pas plus. Donc, partager des sentiments, des ressentis ou des idées, c'est une chose. Dire aux uns et aux autres, ah, tu devrais faire comme ci ou comme ça, non, c'est un peu trop facile. Moi, d'ailleurs, je vais appuyer là-dessus parce que, effectivement, en tant que recruteur, aujourd'hui, quand je recrute des gens pour mes clients, très clairement, la partie hard skills, compétences techniques, c'est important. Mais ce qu'on va retenir à la fin, au final, c'est des personnes. Et donc ça va vraiment être la différence à se faire sur le soft skills. Il y a un point qui est intéressant là-dessus. On en a déjà parlé sur un autre podcast. Sur les soft skills, vous avez parlé de la gestion du stress. Il y a aussi la partie émotion, intelligence émotionnelle. Est-ce qu'on se rend compte finalement, ce qui est intéressant sur un juriste, c'est cette notion de curiosité. Moi, ma question, c'est comment on transmet la curiosité et cette envie de découvrir des choses à des gens. Alors, je pense que je vais évacuer une première chose, c'est que, en tout cas, c'est une opinion qui n'a rien de plus, enfin pas plus de valeur que le fait d'être une opinion personnelle. On n'est pas tous égaux pendant un certain temps face à l'ouverture d'esprit et à la créativité. C'est-à-dire que certains d'entre nous ont eu la chance d'être dans des environnements familiaux ou de proches au sens large, favorisant cette ouverture d'esprit, et d'autres n'ont pas eu cette chance. Et considérer qu'on est tous égaux dans cette chance-là, c'est faux. Et comment on rattrape ce retard-là? Parce que justement, on a fait plusieurs épisodes en réfléchissant à ça, et notamment sur l'ascension sociale. Dans le cadre de l'autre podcast qu'on faisait, qui est La Barre, on a travaillé sur la diversité dans les cabinets d'avocats d'affaires, et notamment sur le fait que, j'ai souvenir d'un associé d'un très grand cabinet qui me disait il suffit que le stagiaire rentre dans mon bureau, il m'a même pas dit bonjour, que je suis capable de dire ce que font ses parents. Donc, c'est terrible. C'est terrible. Et en même temps, dans ces grands cabinets d'avocats d'affaires, j'ai expérience de collaborateurs qui venaient, par exemple, de milieux sociaux qui n'étaient pas très favorisés, ou peut-être ils n'avaient pas bénéficié d'un bagage culturel aussi fort que leurs petits voisins, qui étaient à Janson-de-Sailly dans le 16e arrondissement, et pourtant, ils ont rattrapé ce retard-là. Ils ont acquis ce retard-là. Et je pense que l'école a son rôle, l'université a son rôle, mais parfois, en tout cas dans les cabinets d'avocats, dans certains cabinets d'avocats où il y a une dimension qui est à la limite de la secte, où il y a quelque chose qui est en tout cas très fort en termes d'identité, il y a un mentorat très très fort, il y a un parrainage très très fort, et il y a quelque chose qui se transmet. Ouais. Et c'est hyper important ça aussi, je trouve. Je ne sais pas si ça vous fait écho à... Si, tout à fait. Et moi, je suis d'autant plus sensible que, là encore, dans les discussions que je peux avoir encore récemment avec un ancien collègue, qui est quelqu'un de très bien au demeurant, mais on a vraiment je pense qu'il est plus dogmatique que moi, mais certainement que lui dit le contraire. Il pense que je suis plus dogmatique. Il parle de néolibéraux, je dis écoute, ça n'existe pas, mais s'il lit ça, ça et ça, je dis lis ça. Il y a le libéralisme et il y a le reste. Moi, je me considère, alors je ne sais pas que c'est mieux ou moins bien, mais comme un libéralisme fondamentalement. Le libéralisme fondamentalement, c'est d'abord le respect des droits des individus avant le reste. Elle me dit oui, mais les droits c'est bien, les devoirs aussi. Mais je dis oui, mais le libéralisme ne nie pas les devoirs. Enfin bref. Moi, je suis d'autant plus sensible à ce que vous dites que j'ai eu la chance d'avoir une éducation, une bonne éducation familiale, mais je viens d'une famille, mais mes grands-parents, plutôt au milieu modeste, au fin fond des Ardennes, avec mon père qui est parti vraiment dans l'échelle sociale professionnelle de très bas, et puis qui à force de travail, de volonté, a progressé,
avec un certain nombre de valeurs qui, je pense, qu'il m'a transmis. Moi, je trouve que dans ce qu'on appelle le rôle modèle, il y a un travail à faire, je pense, de la part de tous les acteurs privés, par exemple avocats, pour aller présenter à des jeunes qui n'ont pas un accès immédiat et visible à cette vitrine d'espérance de développement professionnel. Je ne veux pas être dans la caricature parce que ce milieu, je le connais bien. Autre que tu peux être footballeur professionnel ou tu seras un youtubeur très connu. Il y a des succès, vous l'avez dit, extraordinaires de jeunes qui sont partis de très très loin et qui aujourd'hui sont grands entrepreneurs, de grands avocats, de grands médecins. Il y en a. Je ne dis pas que les relais sociaux, là où ils doivent fonctionner, ne fonctionnent pas, mais je pense que celles et ceux qui ont réussi, je ne dis pas qu'elles ne le font pas, mais j'ai le sentiment que ce n'est pas assez visible. C'est leur responsabilité d'aller vers ces jeunes-là en leur portant un message de projection future qui n'est pas un enfermement. Tu as le choix entre ce qui est légal, tu peux être footballeur pro, tu peux être ci, tu peux être ça, mais bon, finalement, le panel, il est quand même assez limité, ou tu peux essayer de t'en sortir différemment, et puis tu commenceras au bas de l'échelle, comme chauffeur, etc., etc. Là encore, je ne vais pas dans la caricature, mais c'est bien comme ça que ça se passe. Et je pense qu'on ne peut pas se reposer uniquement sur l'État, d'autant que je ne suis pas un grand partisan de l'État partout, pour avoir ce rôle-là. Ça ne marche pas. C'est intéressant parce qu'en ce moment, on parle beaucoup il y a toujours ce vocable de responsabilité sociale et environnementale. Et en fait, on parle, alors RSE, responsabilité sociale et environnementale. En définitive, pour des questions de mode aussi, il y a des entreprises qui se mettent à parler beaucoup de responsabilité environnementale. J'ai souvenir de ces foncières qui faisaient des beaux verts, des beaux commerciaux verts. Alors, en fait, les beaux commerciaux verts, l'objectif, c'était de mettre le maximum de charges sur les locataires. Donc, mais bon, parce que c'était un peu à la mode aussi. Alors, on surfait, beaucoup de sociétés surfent sur tout ce qui est environnemental, écolo, parce que c'était à la mode. Finalement, le social est moins à la mode, peut-être. C'est intéressant, je trouve. Peut-être qu'il viendra un jour à la mode. Peut-être que cette crise fera que ce sera plus à la mode. Ah bah c'est sûr. Parce qu'on va se retrouver dans une période de récession forte, avec probablement un chômage très important. Peut-être que la responsabilité sociale va avoir un nouvel élan. On ne sait pas. Hein. Mais, alors, je vais même vous dire, mais je vais pousser le raisonnement à l'extrême qui va dans le registre de la provocation, mais c'est des discussions que j'ai eues aussi avec des collègues, y compris en interne, où je dis, à titre personnel, mais c'est vraiment à titre personnel, et ce n'est pas quelque chose que je voudrais imposer aux autres. Mais personnellement, avoir un monde extrêmement vert dans lequel la fracture sociale est monstrueuse, je préférerais encore que ça crame plutôt que d'avoir ça. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Et si celui-ci vous a plu, vous pouvez nous laisser des commentaires, bien sûr, un petit message, ça fait toujours plaisir, ou m'envoyer un mail à sabatier, sabatier, @1862-6legal.com. À très vite!